Confronté à Ishiki Otsutsuki, Kurama a pris part à son dernier combat. Face à cet adversaire particulièrement puissant et terriblement menaçant, Kurama n'a eu d'autre choix que d'utiliser la dernière et ultime forme de sa dualité avec Naruto. Une carte secrète qui a toutefois un coup, la mort. Le bijou le plus célèbre de l'œuvre vient en effet de nous quitter, et c'est le cœur lourd que je fais cette vidéo. Il faut savoir que je suis l'œuvre de Masashi Kishimoto depuis que je suis en 6ème, soit il y a 18 ans maintenant. J'ai été bercé par cet anime qui m'aura fait tomber amoureux de la Japanimation. Cette œuvre n'est pas juste un shonen pour moi. Naruto n'est pas simplement l'histoire d'un orphelin avec un monstre dans son corps qui veut devenir Hokage. Naruto, c'est beaucoup de sous-entendus, une philosophie de vie et des sacrifices pour faire régner la paix. Et le dernier en date est celui de Kurama dans le chapitre 55. Celui qui fut utilisé jadis par Madara pour déclarer la guerre au monde vient en effet de se sacrifier pour sauver son hôte. Un acte qui rappelle Jorah et Rem dans Death Note, qui se sont tous les deux sacrifiés pour sauver Misa Amane d'une mort certaine. Et c'est exactement ce que vient de reproduire Kyuubi pour sauver son Jinchuriki. L'évolution du personnage de Kurama est certainement l'une des plus maîtrisées de l'œuvre. Comme un symbole, il connaîtra une mort héroïque qui nous offre un magnifique parallèle avec ceux qu'il a tués il y a 21 ans maintenant, à savoir Minato et Kuchina. Tous trois faisaient face à un terrible danger, et pour vaincre ce danger, ils iront jusqu'à se battre au péril de leur vie en se sacrifiant pour sauver non seulement le village de Konoha, mais surtout Naruto Uzumaki. Ce parallèle ne s'arrête pas là car tous trois profitèrent des derniers instants de leur vie pour conseiller et dire adieu à celui qu'ils ont sauvé. Les dernières paroles de Kurama furent de souhaiter une longue vie à son hôte et de lui rappeler qu'il devra faire attention à lui car désormais il fera cavalier seul et il ne sera plus là pour le protéger. Nous apprenons donc en même temps que Naruto qu'on a été trompé par la ruse du renard à 9 queues, car on s'attendait tous à voir Naruto mourir dans ce chapitre, mais non. Le mode Baryon implique uniquement la mort du bijou, et pas celle du Jinchuriki. Kurama nous aura donc volontairement induit en erreur en jouant avec les mots malicieusement, car il connaît tellement bien Naruto qu'il se doutait très bien qu'en lui annonçant la vérité, Naruto ne l'aurait jamais laissé faire. Comme le dit si bien Sasuke, en venant affronter Ishiki, tous ici étaient prêts à mourir. Cependant, être prêt à accepter sa mort c'est une chose, mais accepter de perdre un proche en est une autre. Tous deux partagent un seul et même corps. Ils ont entretenu une relation fusionnelle pendant 21 ans de leur vie, alors forcément une telle perte ne peut que créer un énorme vide dans son cœur. La mort de Kurama est vraiment belle, et en toute sincérité, je suis encore aujourd'hui très touché au moment de vous faire cette vidéo. Naruto et Kurama c'est plus qu'une amitié, c'est une famille. Il s'agit presque d'un père pour le 7ème Hokage tant il a toujours été là pour lui aussi bien dans les bons que les mauvais moments de sa vie. Il s'est occupé de son éducation et a accepté même de lui prêter sa force lorsqu'il était nécessaire de le faire. Et bien qu'il pouvait paraître furieux et méprisant envers Naruto par moments, au fond, Kurama s'était attaché à son hôte. Il existe un autre parallèle avec Kurama, sauf que cette fois-ci, il est plus philosophique car il rejoint l'image que nous avions d'Itachi au début de l'œuvre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers ces deux personnages, l'auteur a cherché à nous faire passer un message. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Tous deux nous ont été présentés dans un premier temps comme des êtres froids et impitoyables, avant de se dévoiler en tant que héros auprès des lecteurs. Ironiquement, Kurama détestait du plus profond de lui les Uchiwa qui n'auront eu de cesse de le contrôler contre son gré. Pourtant, c'est bien avec Itachi Uchiwa qu'il semblait partager le même destin. D'ailleurs, ce dernier disait « Personne n'a le droit de nous juger jusqu'à la fin, parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur jusqu'au bout. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître qu'on peut savoir qui on était. Voilà comment il faut voir la mort. » Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que cette mort héroïque est l'une des plus symboliques de l'œuvre. Pour ma part, je dois dire au revoir à un personnage avec qui j'ai l'impression d'avoir grandi. Un démon qui m'aura fait rire et qui m'aura aussi touché jusqu'à la toute fin de sa vie. Ses sauts d'humeur et surtout cette complicité avec Naruto vont terriblement me manquer. Il est vrai que j'aurais aimé avoir une scène beaucoup plus émouvante que celle qu'on a eue dans ce chapitre, car Kurama est une véritable icône de cet univers ninja. Comme il y avait eu un avant et après Jiraiya, il y aura un avant et après Kurama. Nul doute que lorsque Naruto reprendra enfin ses esprits et qu'il se rendra compte de ce drame, nous assisterons à l'une des scènes les plus tristes de l'œuvre. Après tout ce qu'ils ont vécu à deux, tous les combats qu'ils ont menés ensemble et toute leur complicité, Naruto ne sera définitivement plus le même sans Kurama. L'un est irrémédiablement lié à l'autre, tant ils sont deux faces d'une même pièce. Adieu Kurama. Historiquement, les démons à queue ont toujours suscité des réactions contrastées. Les hommes sont fascinés par leur puissance, mais ils les craignent et les haïssent également. Les bijoux sont considérés comme des bêtes démoniaques, dont les soudaines apparitions engendrent un tournant majeur dans les sociétés. Ils sont également perçus comme des calamités naturelles, au même titre que le séisme ou la foudre. Cette aversion à l'égard des démons est inconsciemment transmise aux Jinchuriki, qui sont assimilés aux démons qu'ils hébergent dans leur corps. L'aspect horrible et malveillant que dégagent les bijoux n'est qu'une image que le monde shinobi se fait d'eux.
En réalité, la rage des bijoux provient du fait que les hommes ne voyaient en eux que des outils de puissance et non des êtres à part entière. Des siècles plus tard, le monde est toujours en proie à de nombreux conflits et l'humanité tentait de capturer les bijoux pour des fins militaires, voyant en eux une arme leur assurant une victoire sous toutes les formes. Petit à petit, la perversité et la malveillance des hommes ont corrompu le jugement des bijoux à leur égard, jusqu'à créer une aversion chez les espèces. Depuis, les démons à queue déchaînent leur rage à travers le monde entier, finissant par se faire craindre et détester par la population mondiale. Le fait que Kurama se sacrifie pour sauver un humain est donc vraiment très symbolique et très touchant. Depuis le début de l'œuvre, Kurama nous a été présenté comme étant un démon malveillant, sadique, rusé et sarcastique, au point que certains bijoux avouent ne pas l'aimer. Même avec Naruto, tout n'a pas toujours été rose entre eux. Car oui, si Naruto a longtemps souffert d'être orphelin et de ne pas avoir grandi auprès de ses parents, c'est bien car Kurama était la cause de leur mort. Au début de l'œuvre, ce monstre ne désirait qu'une chose, briser le sceau qui le renfermait dans son hôte et le tuer afin de se venger du 4e Hokage et de Kushina, qui sont à l'origine de sa claustration. Tandis que tout était fait pour les opposer et que nous ne les verrons plus d'une fois se chamailler comme des enfants, ils finiront tout de même par se créer une complicité avec le temps, comme s'ils se comprenaient mutuellement. Tandis que Naruto acceptait le fait d'être le réceptacle d'un démon à queue et s'en servait comme d'une force, Kyuubi lui réalisait que leur destin était intimement lié. C'était la première fois qu'un humain cherchait à avoir une relation amicale avec lui, car jusqu'alors, personne ne le considérait autrement que comme un démon à contrôler. Touché par cette attention, une relation de confiance s'installera alors entre eux. Plus Naruto grandissait, plus leur relation se renforçait, changeant totalement notre manière de voir les bijoux et plus particulièrement Kurama. Ce sacrifice, au début de l'œuvre, personne ne pouvait le voir venir, et c'est ce qui rend l'acte encore plus beau. Naruto devra désormais apprendre à vivre sans son autre moitié, une partie de lui qui l'aura encouragé et protégé. Nul doute que les dernières paroles de son très cher ami résonneront encore longtemps dans son cœur. Aussitôt le chapitre sorti, une partie de la communauté a crié à l'incohérence. Cela s'explique par le fait que dans le manga, il a toujours été présenté que l'extraction d'un bijou provoquerait la mort de son Jinchuriki. Grand-mère Shio l'avait expliqué lors d'une discussion avec Sakura, qui s'interrogeait sur la manière d'extraire un bijou de son hôte. Grand-mère Shio nous apprenait alors qu'il fallait le faire avec un puissant Fuinjutsu, correspondant à la puissance du bijou. Elle avait conclu qu'un Jinchuriki auquel on extrait son bijou meurt. Cependant, la mort d'un bijou est différente d'une extraction. De plus, grâce à l'intervention de Tsunade lors du combat de Naruto et Ebi face au Raikage, nous apprenons qu'à la mort d'un Jinchuriki, le bijou finit par renaître. Cependant, je pense sincèrement que Kurama est définitivement mort et qu'il ne se réincarnera pas. La différence entre un bijou qui meurt à l'intérieur de son Jinchuriki et l'extraction du bijou, c'est que pour ce dernier, l'extraction est brutale. On retire un corps et une masse de chakra immense à l'hôte du démon. C'est quelque chose d'intense pour un organisme et cela crée un choc pour celui-ci, causant ainsi la mort du Jinchuriki. En revanche, avec le mode Baryon, le chakra est juste totalement consommé. Il n'y a pas d'extraction brutale du bijou, rien n'est extrait du corps de son Jinchuriki et le bijou s'éteint simplement à l'intérieur de son hôte, jusqu'à consommer la dernière goutte de chakra. Alors oui, qu'on apprenne l'existence de ce mode que maintenant représente une facilité scénaristique visant à affaiblir Naruto et ne pas le tuer. Selon moi, l'auteur joue clairement sur les mots pour justifier cette pirouette scénaristique. Masashi Kishimoto, qui a repris les rênes de son œuvre, doit certainement encore compter sur Naruto pour la suite de ce récit. Elle lui priver de sa moitié conclura peut-être parfaitement le développement de son personnage. Ce chapitre marque un clap de fin sur l'œuvre que l'on connaît. Comme je disais précédemment, tout comme il y avait eu un avant et après Jiraiya, il y aura un avant et après Kurama. Et en toute honnêteté, je pense que Naruto ne tardera pas à le rejoindre. Privé de la puissance de Kurama, il n'est plus aussi redoutable qu'avant. Même chose pour Sasuke qui lui aussi a été fortement affaibli en perdant l'usage de son Rasengan.
Il semblerait bien que Masashi Kishimoto ne souhaite pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec Madara, en rendant ses personnages beaucoup trop forts pour les tuer. On comprend bien qu'en privant ces deux héros principaux de leurs atouts, on les prive ainsi de leur God Mode, ce qui les rend vulnérables. Désormais, il est temps de véritablement mettre en lumière le personnage dont l'œuvre porte le nom. En affaiblissant Naruto et Sasuke, cela participe à l'émancipation de Boruto et à sa montée en puissance. L'auteur pourra enfin mettre en avant les personnages de la nouvelle génération en démarrant une nouvelle ère de la meilleure des manières, notamment grâce à la relation sympathique entre Boruto et Kawaki qui se développe positivement et de manière très intéressante. Vous vous demandez peut-être si je suis hypé par le déroulement de l'histoire? Eh bien oui, tout simplement car je pense que l'œuvre va vivre un vrai tournant. Le dégel étant activé à 80% pour Boruto et Kawaki, à tout moment Momoshiki ou un autre Otsutsuki pourrait prendre possession de leur corps pour s'en servir à des fins dramatiques comme ce fut le cas avec le coup de couteau de Boruto sur le Rinnegan de Sasuke. J'ai beaucoup apprécié la scène où Sasuke dit ne pas en vouloir au jeune fils de son meilleur ami car on ressent bien qu'il y a une vraie complicité entre eux et qu'il prend son rôle de sensei très à cœur. Je suis curieux de voir quelle sera la suite de leur périple car seules deux options s'offrent à eux. Boruto parvient à se contrôler et ils avancent ensemble ou Boruto perd le contrôle de son corps et nous assisterons à un combat à mort. Personnellement, j'aime les fins sombres et j'adorerais voir Sasuke mourir par les mains de son disciple, un peu comme Obi-Wan Kenobi face à Anakin Skywalker dans Star Wars. D'ailleurs, ce scénario n'est pas à exclure quand l'on sait que Masashi Kishimoto s'est beaucoup inspiré de la guerre des étoiles tout au long du récit. J'ai également hâte de voir comment le monde des shinobi réagira face aux énormes pertes que vient de connaître Konoha. L'une des puissances de l'œuvre réside dans les tensions diplomatiques entre les pays. Je suis donc curieux de savoir comment les mentalités des uns et des autres évolueront. Enfin, je me sens obligé de parler de l'évolution du personnage de Code qui est aussi au cœur de ce chapitre 55. Jusque là, je trouvais qu'il n'avait pas été très développé. À part le voir idolâtrer Ishiki et se lamenter de ne pas avoir été choisi pour devenir son réceptacle, on ne l'a pas vu tant que ça. Et pourtant, dans ce chapitre, il est propulsé comme étant la prochaine grande menace du monde shinobi. Ishiki ira même jusqu'à lui promettre qu'il deviendra un jour un dieu s'il accomplit ce que ni lui ni Momoshiki ne sont parvenus à réaliser, à savoir tuer Boruto ou Kawaki pour les donner en offrande à Jubi pour faire pousser le Shinju afin de se nourrir du fruit de chakra. Il a un poids très lourd à porter sur ses épaules, mais son fanatisme et sa soumission totale aux Otsutsuki font de lui un antagoniste particulièrement dangereux. Un point important me conforte dans mon idée, la couleur de son kama. Si celui de Boruto et Kawaki est noir, celui de Code est blanc. Chez nous en Occident, c'est le symbole de la sagesse, de l'innocence, de la pureté et du divin. Dans la culture asiatique, il est la couleur du deuil, et cela annonce très clairement le ton pour la suite de l'œuvre. Si Naruto doit mourir, il y a fort à parier que ça sera par les mains de Code. Ce fanatique des Otsutsuki a hérité de la volonté de ces derniers et désire venger son maître. Je suis convaincu qu'il fera tout pour venir à bout de sa mission. Petite anecdote, je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on le voit se mettre à murmurer les noms des personnes qu'il doit tuer pour assouvir la vengeance de son maître, ça m'a tout de suite fait penser à Arya Stark dans Game of Thrones. Et pour cette dernière, tous les noms qu'elle a cités ont fini par mourir. Alors connaîtra-t-on la même histoire dans Boruto?